On le revoit danser, courir, bouger frénétiquement pour tirer des rires à son public, il a marqué toute une génération. Le parcours de Robin Williams est fascinant, découvrez-le dans un nouvel épisode de Comedy Club. Rire pour ne pas pleurer, ou plutôt faire rire pour ne pas avoir à se livrer. Voici ce qui pourrait être le leitmotiv de Robin Williams. Enfant issu d'un remariage, il grandit sans ses deux demi-frères et sous l'autorité d'un père qui exige beaucoup de lui. Alors pour sortir du quotidien et surtout réussir à faire rire sa mère, il crée des personnages et fait des imitations dès son plus jeune âge, à tel point que cela devient un monde pour lui. Maladivement timide lorsqu'il est dans un cadre social, il ne discute qu'en prenant des accents et en s'inventant des vies. Il arrivera à l'université avec cet état d'esprit où il intégrera la troupe de théâtre jusqu'à se faire repérer par une grande université pour intégrer un prestigieux cursus. Mais le cadre trop sérieux ne lui va pas, lui qui aime avant tout faire rire. Il part alors pour la côte ouest à San Francisco où il commence à proposer des sketchs dans les comedy clubs. Très vite, son nom circule de club en club et il enchaîne les passages tout au long de la soirée. Il est engagé par les clubs et commence à gagner sa vie avec son talent comique. Après des mois et des mois de folie sur scène, il est temps pour Robin de passer sur les écrans, petit ou grand. Sa première scène est dans un film à sketch qui ne marquera pas l'histoire. Un agent le prend alors sous son aile pour tenter de rendre Williams moins foufou et plus diffusable en télévision. Il l'envoie également sur de nombreux castings, mais à chaque fois, Robin Williams ne peut s'empêcher de blaguer et de les passer avec un accent écossais ou irlandais, laissant méduser les directeurs de casting, jusqu'à ce que Star Wars lui permette de décrocher le premier rôle de sa carrière, qui le fera remarquer et le mettra sur le chemin du succès. En effet, le show Happy Days est dans sa 5e année à court d'idées. Le producteur demande alors à son fils de 9 ans ce qu'il aimerait y voir. Le garçon lui répond « des extraterrestres, comme dans Star Wars ». Son père lui rétorque alors que dans les années 50, moment de l'action de Happy Days, c'est très compliqué. Le gamin lui répond alors qu'il n'a qu'à faire, comme si l'épisode était un rêve. Robin est alors engagé dans ce rôle de Mork, l'extraterrestre, et vole la vedette aux comédiens stars de la série, Henry Winkler et Ron Howard. L'épisode réalise un record d'audience, c'est donc naturellement que les décideurs de la chaîne ABC commandent une série autour de ce personnage. La série est signée sans même un casting ni un script et encore moins un épisode pilote. En septembre 1978 arrive à l'antenne Mork and Mindy, une série dans laquelle l'extraterrestre va découvrir la Terre en compagnie de Mindy, ce qui repose sur une naïveté comique permanente. La première saison est un véritable carton qui laisse libre cours au talent d'improvisation et de création de personnages de Robin Williams. Du jour au lendemain, l'acteur devient une star. Lors de ses apparitions en stand-up, le public réclame Mork. Williams est obligé de préciser qu'il fait du stand-up, pas une représentation de Mork. Il est en couverture de nombreux magazines et programmes télé, tout le monde veut en savoir plus sur lui. Robin prend goût à tout cela, multiplie les apparitions en stand-up, est très bien payé pour chaque épisode de sa série, et quelques semaines avant le début du show, il s'est marié avec sa petite amie Valérie. Bref, il a tout pour être heureux. Mais il est grisé par la situation, traînant jusqu'au petit matin pour faire des sketchs dans les clubs, puis boire et consommer de la drogue avec d'autres personnes du showbiz. Il a également un vrai succès auprès des femmes, au grand désespoir de sa femme. La deuxième saison de sa série est plus compliquée, le show change de jour et d'horaire, certains acteurs sont licenciés et le public ne suit pas. Il devient un peu trop fréquent de laisser Robin Williams totalement improviser à partir d'une situation. Ses débuts au cinéma sont également un échec. Un des films qu'il a tourné avant sa célébrité, Can I Do It Till I Need Glasses, profite de son succès pour sortir enfin et miser sur son nom. Or la comédie est médiocre, et son premier grand rôle dans l'adaptation de Popeye par Robert Altman ne convainc ni le public ni les critiques. Le film est torpillé, la prestation de Williams descendue en flèche. Les audiences de Mork and Mindy continuent de descendre jusqu'au terme de sa 4e saison, où la chaîne décide d'arrêter le show. De 1982 à 1986, Robin va alors tenter sa chance au cinéma en vain, puisque chacun des films qu'il tourne est un échec qui met en péril sa carrière. The Survivors avec Walter Matthau, Moscou à New York, le film à sketch Best of Times de Roger Spottiswoode, Seize the Day, et même Club Paradise, réalisé par Harold Ramis, alors auréolé du succès de Ghostbusters. La question se pose alors, Williams ne trouve-t-il pas un rôle à sa démesure ou bien n'est-il tout simplement pas fait pour le cinéma? Pendant ces années, il donne alors beaucoup au stand-up.
avec un nouveau spectacle enregistré pour HBO qui cartonne et une tournée qui l'accompagne. Et surtout, Robin et Valerie ont accueilli leur enfant Zach, qui apaise un peu l'acteur et lui permet de prendre du recul. En 1986, Robin est l'un des 3 animateurs d'une grande émission spéciale sur HBO, Comic Relief, destinée à récolter des fonds pour les sans-abri. Ses 2 partenaires sont Billy Crystal, un de ses proches amis avec qui il a déjà partagé de nombreuses improvisations dans les clubs, et Whoopi Goldberg, révélée par la couleur pourpre. Leur association est détonnante et remet Robin à la une des médias, et Barry Levinson le choisit alors comme rôle principal de son nouveau film qui se déroule pendant la guerre du Vietnam. Le film est un drame, mais le réalisateur permet à son acteur d'improviser toutes ses répliques en tant qu'animateur radio d'une station militaire et l'intègre dans son montage. Pour la première fois, le rôle colle à la peau de l'acteur, si bien qu'à sa sortie c'est un carton et Williams est nommé pour l'Oscar du meilleur acteur. L'année suivante, en 1988, rebelote avec encore une fois un drame dans lequel Williams peut exprimer la comédie et son humanité en jouant le professeur Keating dans Le Cercle des poètes disparus. Succès au box-office et une nouvelle nomination à l'Oscar pour Williams. Ce qui a changé dans son choix de rôle et dans son approche de la vie, c'est qu'il sort désormais avec son assistante Marsha, qui le protège, le conseille et l'apaise. Fini les comédies brinque-ballantes et place au drame dans lesquels il s'autorise de la comédie. Au même moment, Robin est père pour la 2e fois, cette fois avec Marsha, d'une petite Zelda. Williams permet alors au film de Terry Gilliam, Les aventures du baron de Munchausen, de se monter en participant au film, mais sous le nom de Re di tutto, le roi de tout en italien. Son film suivant, Cadillac Man, avec Tim Robbins, n'est pas au niveau de ses films précédents, mais il se relance, avec L'éveil de Penny Marshall, dans lequel il joue en compagnie de Robert De Niro, un docteur qui s'occupe d'autistes. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser au départ, Williams va encore une fois jouer tout en retenue, le sage, en se permettant quelques éclats de comédie. Il retrouve ensuite Terry Gilliam pour jouer le rôle d'un homme qui a perdu la raison suite au meurtre de sa femme dans The Fisher King, en compagnie de Jeff Bridges. Un tournage qui s'avérera éprouvant mais lui offrira un Golden Globe du meilleur acteur de comédie, ainsi qu'une nouvelle nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Il va ensuite rencontrer un acteur à qui il doit beaucoup, Dustin Hoffman, puisque c'est lui qui a involontairement lancé sa carrière. En effet, si Williams a récupéré le rôle de Popeye, c'est parce que Hoffman l'avait finalement refusé. Et la mésaventure se reproduira aussi pour Le Cercle des poètes disparus, pour lequel l'interprète de Marathon Man était pressenti. C'est donc presque logique que les deux se retrouvent à l'affiche d'une super production réalisée par Steven Spielberg, Hook. Le film raconte l'histoire de Peter Pan devenu adulte et qui ne se souvient pas de sa jeunesse. Le film est un énorme succès au box-office mais n'est rien comparé au prochain film de Williams, qui trouve ici le rôle de sa carrière sans même apparaître. Car Robin Williams va faire partie d'une petite révolution à Hollywood en prêtant sa voix à un personnage de film d'animation pour Disney. Jusque-là, les grands acteurs ne s'adonnaient pas à cet exercice qui est aujourd'hui un passage obligé dans une carrière. Si bien que lorsqu'il est annoncé dans le rôle du génie pour une adaptation d'Aladin, beaucoup se posent des questions sur l'état de sa carrière. Or, non seulement ce rôle va le marquer, mais il repose également sur une énorme capacité d'imitation et d'improvisation de l'acteur, ce qui donnera certaines des scènes cultes du film. À sa sortie, Aladdin est un énorme carton et le succès est clairement dû à la performance de Williams. Mais il se fâchera avec Disney pour de très nombreuses années lorsque la compagnie décide d'utiliser sa voix pour promouvoir des produits dérivés du film, ce que l'acteur avait très clairement interdit. Ajoutez à cela que l'acteur n'a empoché que 30 000 $ et on se demande s'il ne s'est pas fait avoir. Il refusera alors de participer à Aladdin 2. Williams retrouve ensuite Barry Levinson pour Toys, mais le film, bien qu'il repose sur la passion de l'acteur pour les jouets, est un bide énorme qui sera vite oublié car le film suivant de Robin Williams est Madame Doubtfire, le rôle d'une vie. Sa femme Marsha et lui servent de producteurs sur le film et ont peaufiné le scénario pour qu'il corresponde parfaitement à Robin, montrant de lui aussi bien son côté hilarant que son côté humain et touchant. Le film cartonne et sera suivi d'un autre succès, Jumanji, un film d'action et d'aventure dans lequel Williams n'a que très peu de comédie à défendre, mais qui reste dans un univers enfantin, cher à l'acteur. Les années suivantes seront d'ailleurs plus compliquées, l'acteur enchaînant des rôles mal définis dans des comédies qui ne le laissent pas exprimer totalement son potentiel comique. Pire, les critiques américains comme le public semblent lassés de voir Robin toujours jouer le même rôle de grand enfant hystérique comme dans Jack ou Flubber. Au milieu de tout ça,
Williams va alors chercher de la matière dans des adaptations de comédies françaises comme 9 mois de Patrick Braudet qui devient 9 mois encore avec Hugh Grant, dans lequel il a un petit rôle par amitié pour le réalisateur Chris Columbus, déjà aux commandes de Madame Doubtfire. Ou bien avec The Birdcage, dans lequel il joue le rôle anciennement tenu dans la pièce La Cage aux Folles par Jean Poiret, ou dans le film par Ugo Tognazzi, alors que tout le monde l'aurait plutôt vu dans le rôle de Michel Serrault, que tient finalement Nathan Lane, roi des comédies musicales de Broadway. Et enfin dans Drôle de père, l'adaptation des Compères de Francis Weber, dans lequel il partage l'affiche avec son très bon ami Billy Crystal, sans toutefois jamais réussir à trouver des rôles qui leur permettent de laisser leur alchimie s'exprimer. Même sa participation dans un Woody Allen, Harry dans tous ses états, ne décroche que quelques sourires au plus. L'acteur décide alors d'explorer des rôles plus dramatiques pour retrouver certaines sensations connues avec le cercle des poètes disparus ou l'éveil. Et c'est avec le scénario de 2 jeunes acteurs qu'il va y parvenir. Matt Damon et Ben Affleck ont écrit Will Hunting et veulent jouer les rôles principaux, ce qui implique d'avoir une vedette pour vendre le film. Robin Williams accepte le rôle du thérapeute de Will, ce qui lui permettra de jouer tout en retenue, tout en tournant des scènes en longueur, remplies de phrases improvisées. La scène de fou rire entre les 2 acteurs est ainsi née des improvisations de Williams. Une performance si marquante qu'elle lui permettra de décrocher l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Ironie, ce n'est pas pour une comédie. Et c'est bien là l'originalité de la carrière de Robin Williams. Si on se souvient de lui pour de grands rôles, ils ne sont que très rares à être des rôles purement comiques. Ce sont plutôt des drames ou des comédies dramatiques qui ont jalonné sa carrière. Les purs produits comiques qui vont suivre dans sa carrière ne méritent pas une rétrospective. L'homme bicentenaire, Camping-Car, Death to Smoochy. Ni même les drames qu'il multiplie pourtant. Au-delà de nos rêves, Jacob le menteur, Photo Obsession. Au début des années 2000, la carrière de Williams est au plus bas et les meilleurs projets ne passent plus entre ses mains, si bien qu'il doit tourner pour des cachets, pas par envie artistique. Mais c'est pourtant à ce moment qu'une forme de renaissance va arriver. D'abord avec un rôle marquant dans Insomnia, aux côtés d'Al Pacino, sous la direction de Christopher Nolan, qui réalisera ensuite la trilogie Batman. Puis en prêtant sa voix dans des films d'animation comme Robo ou Happy Feet. Theodore Roosevelt, 26th President of these United States of America, at your service. Mais également en jouant dans la comédie familiale La Nuit au musée, sans pour autant avoir la pression de tenir le rôle principal, laissé à Ben Stiller. Doucement, Williams passe la main à une nouvelle génération de comiques. Il participe plus régulièrement à des épisodes de séries télévisées, comme New York Unité Spéciale, après l'avoir fait pour Homicide ou Friends en tant que guest star. Il jouera également dans Wilfred avec Elijah Wood, ou dans Louis avec Louis C.K. Une manière pour lui de boucler la boucle, lui qui a démarré à la télévision avec Mork and Mindy. Lors de sa dernière année de vie, il jouera également aux côtés de Sarah Michael Gellar dans une sitcom nommée The Crazy Ones. La série est ratée et annulée au cours de sa première saison. Sur ces dernières années, Williams a multiplié les films sans intérêt, parfois sortis directement en vidéo, juste pour payer ses factures et exister dans un Hollywood qui l'a oublié. Il se sera pourtant fait plaisir et aura laissé libre cours à ses talents en étant invité dans les talk-shows américains comme celui de David Letterman, ou bien en revenant sur scène en 2002 avec Robin Williams Live on Broadway, et en 2009 avec Weapons of Self-Destruction, un retour au stand-up qui l'a vu démarrer. Encore une fois, une manière de boucler la boucle. Lorsqu'il décède le 11 août 2014, Hollywood, le public et les médias sont sous le choc. Tout le monde pense qu'il s'est suicidé parce que sa carrière n'était plus intéressante. La vérité, c'est qu'il était victime de la maladie des accords de Lévy, après avoir été diagnostiqué de celle de Parkinson, et que son corps ne lui appartenait plus, sans doute victime de terreurs chroniques qui le faisaient terriblement souffrir. Oh Captain, my Captain, you will be missed. Les hommages se multiplieront, une manière de remettre l'acteur à la place qu'il méritait, plus belle que ses dernières années de carrière. Le public aura l'occasion de voir 2 prestations posthumes, la première dans La Nuit au musée 3, Farewell, Lawrence. et la dernière dans Absolutely Anything avec Simon Pegg, dans laquelle il prête sa voix uniquement, une belle manière de dire adieu. On se souviendra de Robin Williams pour nous avoir fait rire et pleurer dans de magnifiques rôles, et pour nous avoir fait pleurer de rire dans de nombreuses émissions et improvisations. Pour tout cela, Robin Williams est membre permanent du Comedy Club. Quel rôle est pour vous le plus marquant de Robin Williams ? Répondez en commentaire et partagez la vidéo. Vous pouvez également vous abonner pour suivre les prochains Comedy Club et d'autres vidéos consacrées aux stars et à la pop culture.